Bien, mesdames et messieurs, au titre et qualité, cher Martial, cher Philippe, j'ai donc le grand plaisir avec mes collègues Chutamasi, qui va s'exprimer dans un instant, et Jean-Baptiste Jean-Jacques Wimmer, qui vous prie de bien vouloir l'excuser puisqu'il est retenu par ses obligations diplomatiques au Vanuatu, mais nous avons le grand plaisir d'ouvrir ce symposium ici du Rubicon, troisième édition, organisé cette année en partenariat avec l'IRSEM Europe, bon, dans une période de gros temps, manifestement, qui, euh, qui rend d'autant plus nécessaire la réflexion et les rencontres entre praticiens, chercheurs, universitaires. Et tout de suite, un immense merci aux intervenants qui ont accepté notre invitation à cet échange qui fait la part belle à un moment de vérité pour l'Europe et pour la relation transatlantique. Quelques mots en ce qui me concerne, simplement pour vous présenter, vous représenter notre plateforme, le Rubicon, lancé donc il y a un peu plus de 3 ans maintenant, en coopération avec le Centre Thucydide, le réseau d'analyse stratégique et bien sûr l'ESSEC. Tout partait d'un constat, à vrai dire, l'absence d'une plateforme, d'un observatoire, en tout cas scientifique, réactif, accessible, qui puisse livrer des analyses en français de questions internationales et stratégiques, un peu sur le modèle de War on the Rocks, et d'ailleurs en partenariat avec ce site bien connu. Et notre volonté, dès l'origine, c'était de rassembler un collectif autour de cet objectif. Et depuis 3 ans, notre famille, en quelque sorte, a pris de l'ampleur. C'est 80 experts, 17 nationalités qui sont maintenant associés au Rubicon et qui proviennent des principales institutions de la recherche francophone dans les domaines de relations internationales, de questions de stratégie et de défense. Chacun vient au Rubicon avec sa méthodologie, son vécu, son regard, ses traditions. Et on tient à ce que ce soit un espace de discussion pluridisciplinaire avec des regards croisés entre juristes, politistes, économistes, historiens et bien d'autres, entre praticiens et observateurs, et avec cette volonté constante d'être une passerelle, en tout cas d'essayer de l'être, entre monde académique et monde opérationnel. Juridiquement, vous le savez, nous sommes une association avec son assemblée, ses différents comités, ses membres, et je vous le garantis, tout le monde tient ici très fortement à son indépendance et à l'indépendance éditoriale du Rubicon, et je crois que la variété des papiers et des analyses et des lectures que nous proposons sur notre site en témoigne. Alors nous voilà arrivés au terme de cette troisième saison déjà, et il me semble qu'on peut dire que le Rubicon est un pari réussi, que le Rubicon fait partie du paysage scientifique, clairement bien servi par la géopolitique de fracture que nous vivons en ce moment, dans ce monde dont on dit qu'il est peut-être bientôt de nouveau multipolaire, mais qui est surtout à ce stade moins multilatéral, qui vit une sorte de période intermédiaire, d'ordre intermédiaire, avec tous les travers que ce moment peut représenter sur le plan des valeurs, des repères qui sont les nôtres, de l'instabilité, de la violence, avec une crise des alliances et une compétition sans précédent. Alors voilà, le Rubicon tente de répondre à ce besoin d'analyse sur les événements, tout en veillant à ce que la réactivité de nos propos cède le moins possible à la qualité scientifique, puisque toutes nos contributions sont triplement relues par l'équipe éditoriale, par l'équipe de direction et surtout par deux pairs, deux chercheurs spécialistes de la thématique sur le principe de l'évaluation à l'aveugle. Je reconnais d'ailleurs ici plusieurs auteurs, plusieurs relecteurs que nous sollicitons fréquemment, et pour les autres, il faut se sentir absolument libre de nous proposer un papier, une analyse d'une thématique qui vous déchire. On vous accueillera avec honneur et grand plaisir. On essaie de monter en gamme depuis 2 ans en proposant d'autres canaux de réflexion à côté des papiers que l'on publie sur notre site. D'abord, des ouvrages, et vous en avez une série qui vous est proposée, en tout cas le dernier exemplaire à l'entrée, des ouvrages en partenariat avec les éditions Les Équateurs, le dernier tome paru il y a quelques mois à l'automne sur le Moyen-Orient, coordonné par Marie Robin, et je vous invite à aller jeter un œil aussi à ces ouvrages. Des ouvrages, donc, un podcast, bien sûr,
en étant associé maintenant au collimateur d'Alexandre Jublin, que je salue, qui est ici présent. Donc chacun connaît la qualité et c'est un plaisir pour nous de travailler avec lui sur ce canal de référence. Des podcasts et puis donc des colloques. Des colloques, troisième édition. La première était à Paris, la deuxième à Ottawa, sur un sujet encore central, hein, les interférences, les ingérences étrangères dans les démocraties. Et puis donc maintenant, troisième édition avec l'IRSEM, ici, sur la relation transatlantique. Je voudrais donner un seul chiffre sur la seule année 2024. Le Rubicon, c'est donc 65 articles, 90 podcasts en coopération, 2 ouvrages, un colloque international à Ottawa, et on espère que 2025 se présente sous des auspices aussi favorables, avec d'autres projets, peut-être une école d'été aussi, ou d'autres sessions de réflexion. Pour terminer, je remercie l'IRSEM Europe et Philippe Martial de nous accueillir. Et je voudrais surtout saluer tout l'engagement de notre équipe au Rubicon, Laurent Borzillot et Marie Robin qui nous accompagnent depuis le départ et qui maintenant volent vers d'autres horizons. Mais je voulais les saluer, leur dire un mot et puis le relais parfaitement assumé, en particulier par Élise Barandon et Amélie Chevet qui ont fait tant pour l'organisation de cette session. Donc, Amélie et Élise, merci beaucoup. Je songe aussi à d'autres collaborateurs et à Emmanuel Jouet qui nous rejoint. Vous incarnez, Amélie, Élise et tant d'autres, aussi la relève stratégique dont on a besoin en ce domaine parce que c'est aussi de jeunes chercheurs. Voilà, merci à tous pour votre écoute. Excellent colloque et puis bonne session. Merci. Bonjour à toutes et à tous. À mon tour aussi de remercier donc Philippe pour l'accueil, aussi le partenaire avec l'IRSEM, Martial, c'est très apprécié. Je suis très heureux d'être à Bruxelles ici. Je crois que c'était tout à fait à point que ça ait lieu ici. C'est pas pour une demande d'adhésion du Canada là, pour l'Union européenne pour sortir du marasme dans lequel on est empêtré présentement que je dis cela, mais vraiment après avoir fait l'événement à Ottawa, où bien sûr le réseau d'analyse stratégique a été créé. Également à Paris. Il convenait de le faire à Bruxelles, je pense, d'approfondir notre partenariat avec l'IRSEM et je vous en suis très reconnaissant. Mais aussi Bruxelles pour la thématique que l'on vous propose aujourd'hui sur la relation transatlantique, que vous savez qui est un thème particulièrement bien choisi par l'actualité, bien prisé par le nouveau président américain, qui est une relation, on peut dire quoi, très tumultueuse par les temps qui courent et qui a surtout besoin de votre expertise aiguisée, de ces regards croisés, de mieux comprendre les défis auxquels on fait face et comment s'en sortir, parce que cette relation-là, je crois qu'elle fait ses fondements, dans le fond, font l'objet d'une attaque frontale par le nouveau président américain et aussi par une attaque plus insidieuse par la montée de certaines franges idéologiques au sein de l'électorat, aussi transatlantique, et qui mettent à mal les fondements de cette relation-là et qui appellent aussi à revisiter peut-être l'histoire aussi pour mieux comprendre les défauts auxquels on fait face. On parle du retour de l'histoire, mais peut-être pas avec le même éclairage. Il y a encore beaucoup, je pense, un syndrome de l'autruche, où on se dit, ben non, ça va bien aller, on a juste à attendre un long 4 ans et tout va bien aller. Ensuite, ce syndrome-là, je pense qu'il est beaucoup trop enraciné dans certaines capitales, incluant la mienne. Et on a besoin donc de poursuivre cette réflexion-là pour, je pense, mieux affronter ces défis. Le programme qu'on vous offre aujourd'hui est très riche, bien sûr, et collé aux grands enjeux qui ont été remarqués et qui marquent la relation transatlantique. D'abord, on va débuter avec une conférence d'honneur de Martial Foucault sur les incidences des élections américaines, qui, je pense, qui sont en 9 jours assez importantes déjà. Donc, qui sait, pour le reste de la prochaine année, les 4 ans suivants. On va continuer ensuite au premier panel à diagnostiquer le nouveau président américain, un Trump 2.0, essayer de demander à nos collègues, nos intervenants, de nous éclairer, peut-être de donner du sens au chaos, à sa philosophie, à sa façon d'opérer, sans pour autant surrationaliser peut-être ce qui est purement des soubresauts d'humeur, on dirait en anglais des tantrums.
Et au deuxième panel, on va s'intéresser à la guerre en Ukraine, qui approche bientôt ses 3 ans, dont les effets sont pas toujours encore pleinement réalisés chez beaucoup de partis politiques et de décideurs, et où maintenant on essaie d'entrevoir les termes d'une paix moins certaine ou fragile, qui laisse entrevoir l'actualité. Et notre troisième panel va élargir donc la discussion au Moyen-Orient et à l'Indo-Pacifique, des zones, comme vous le savez, de grands bouleversements qui sont causés par cette relation transatlantique-là tumultueuse. On a vu avec l'imposition de tarifs contre Taïwan, peut-être pas ce qu'on avait pu imaginer dans les premières décisions de l'administration Trump, mais aussi la suspension de l'aide, avec 2 exceptions, d'Israël et l'Égypte, du Moyen-Orient, au particulier. Et on va terminer aujourd'hui la journée avec un mot de clôture de Béatrice Hezer sur la puissance européenne en 2025, et où on aura grandement besoin de regard historique pour voir justement, pour mieux apprécier les défis et comment on peut les surmonter aujourd'hui. Alors le Rubicon, c'est tout ça. Ce sont des thèmes variés qui sont collés sur l'actualité avec une profondeur d'analyse que vous pouvez retrouver sur notre site web. Ce sont aussi des regards nombreux, et j'apprécie la diversité des intervenants aujourd'hui qui viennent du Canada, de l'Europe et d'ailleurs. Des propos libres, des propos indépendants, mais qui sont évalués par les pairs et qui sont rigoureux. C'est soutenu aussi par un partenariat transatlantique qui s'incarne aujourd'hui dans notre présence ici à l'antenne Bruxelles de l'IRSEM, les 3 institutions fondatrices de Rubicon, et surtout, et je tiens moi aussi à ajouter mon mot, grâce à une équipe formidable sur laquelle on peut s'appuyer pour cet événement, et je vous en remercie sincèrement. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée de conférence. Et je donne maintenant la parole à Marcel. Pas grave, pas de souci. De toute façon, je ne vais pas être très long. D'abord, je voudrais tous vous accueillir et vous remercier d'être ici aujourd'hui. Je voudrais remercier aussi le Rubicon d'avoir choisi Bruxelles et d'avoir choisi l'IRSEM Europe pour ce 3e colloque. Pour notre équipe ici à l'IRSEM Europe, c'est une semaine spéciale parce que lundi, on a eu toute une journée sur la Russie. Et aujourd'hui, toute une journée sur le partenariat transatlantique. Et je pense qu'on va finir la semaine avec moins d'enthousiasme qu'on l'a commencé. Néanmoins, on la finira aussi plus intelligent, parce que quand je vois la liste des intervenants aujourd'hui, quand je vois la qualité du programme, je me dis que ce sera extrêmement intéressant pour tout le monde. Et donc, je voudrais remercier l'équipe du Rubicon. Bon, j'ai perdu mon micro. Après, je vais régler le problème technique. Donc, je voudrais remercier l'équipe du Rubicon d'avoir fait ça avec nous aujourd'hui. On est cette année en 2025, et 2025, c'est le résultat de 2024, qui est la plus grande année électorale dans l'histoire récente. Et on en voit les effets partout. Je sais que 2025, ce sera aussi une année électorale au Canada. Donc, tous ces changements maintenant produisent leurs effets, et ces effets, ils sont des changements fondamentaux. Dans la région dont moi je suis le spécialiste, c'est-à-dire la mer Baltique, on voit à quel point cette année 2024 a transformé l'environnement européen en Europe du Nord et en Europe du Nord-Est, avec l'élargissement de l'OTAN, avec l'approfondissement de la coopération européenne dans le domaine de la défense. Et ça, c'est des changements qui sont absolument fondamentaux. En mauvais français, on dirait qu'on entre dans une époque de weaponization of everything. C'est-à-dire que n'importe quelle manière de pouvoir heurter son compétiteur ou son concurrent est maintenant à disposition. Et ça, bien sûr, ça change la nature du débat à Bruxelles, puisque si l'OTAN s'est très longtemps centré sur les dimensions territoriales de la défense, aujourd'hui, c'est toutes les dimensions de la vie en société qui doivent être protégées. Et là, c'est plutôt l'Union européenne qui a les outils pour le faire. Donc ici, à l'IRSEM Europe, on veut participer à l'effort de compréhension de ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, c'est notre 41e événement depuis notre ouverture à la fin du mois de février 2024. Donc c'est presque un événement par semaine qu'on organise ici. Des événements de ce type-là, des déjeuners de recherche, toutes sortes d'équipes qu'on reçoit tout au long de l'année. On a dans nos tablettes encore beaucoup de choses qui vont vous intéresser en 2025. Au mois d'avril, on aura une grande journée sur le bilan
de l'année électorale 2024 et des attaques contre les systèmes électoraux européens en 2024. Et on aura aussi une grande journée de réflexion sur la mer Rouge. Donc, restez connectés avec nous pour en savoir plus. Et donc, je maintenant donne la parole à Martial Foucault, qui est le directeur de l'IRSEM. Merci. Il n'y a plus de batterie dans celui-là. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour cette introduction. Je voudrais remercier les organisateurs qui ont eu l'occasion de présenter leurs activités. Donc, merci au Rubicon, merci au Centre Thucydide et merci au réseau d'analyse stratégique pour organiser cette journée. Alors, moi, très simplement, dans le temps qui nous reste jusqu'à 10 heures, je voudrais partager avec vous quelques éléments que l'on m'a confiés, c'est-à-dire réfléchir à la question des incidences des élections américaines sur les dynamiques, les relations transatlantiques. Alors, deux avertissements. Le premier, c'est pas un disclaimer, mais je ne suis pas un spécialiste des relations transatlantiques. Je lis, j'apprends beaucoup de mes collègues spécialistes de ces sujets, mais c'est pas mon champ premier de recherche. Deuxième avertissement, lorsqu'on se livre à ce type d'analyse, on prend effectivement le risque d'être déjugé dans quelques mois ou quelques années si on a finalement choisi une focale qui n'est pas celle qu'il aurait fallu prendre. Donc, ce que je vais partager avec vous, je pense qu'il faut les voir davantage comme de nouvelles questions, bien des questions qui étaient déjà existantes et pour lesquelles on a besoin de changer soit la manière de les appréhender, de réviser, de convoquer de nouveaux concepts pour en juger et la pertinence et la permanence. Et enfin, j'ai choisi, sans doute par ma formation, mais j'ai choisi de mettre l'accent sur 3 dimensions. La première, qui est de regarder aujourd'hui ce sujet qui, depuis l'élection de Donald Trump, occupe beaucoup l'espace de réflexion, alimente des tribunes, je dirais presque dans tous les pays, puisque c'est l'attention qui a été énormément commentée, et je voudrais en tout cas partager sur ce premier point une discussion sur la notion de guerre commerciale qui me semble peut-être maladroite dans l'expression. Et ce qui va m'amener à réfléchir les relations transatlantiques de manière peut-être avec une perspective d'économie politique. Une deuxième dimension qui, là encore, a occupé beaucoup des déclarations, des propos de Donald Trump en campagne, sa déclaration du 7 janvier, si je ne me trompe pas, et puis lors de l'investiture, beaucoup moins lors de l'investiture, mais sur sa conception de la sécurité collective et donc des relations, la fameuse question du partage du fardeau au sein de l'OTAN. Et puis une troisième dimension qui, moi, m'interpelle beaucoup, au-delà de Donald Trump, mais il me semble que c'est un champ qui n'est pas suffisamment travaillé dans les relations internationales, dans les études stratégiques. C'est la place de la psychologie dans les décisions de politique étrangère et de politique de défense. On a vu les effets, j'y reviendrai dans ma troisième partie, sur l'importance qu'on doit accorder à ces dimensions subjectives, la place des émotions, la place du ressentiment, la place des questions de confiance, de bien-être ou de mal-être dans les choix électoraux. Donc, il y a un travail qui est engagé depuis une vingtaine d'années et qui donne des résultats, je trouve, tout à fait prometteurs. Mais dans le champ des relations internationales, politiques étrangères, même si on regarde des études européennes, on fait comme si finalement tous ces acteurs étaient dotés d'une rationalité parfaite et qui donnerait finalement des positions, des politiques tout à fait argumentées et articulées à un environnement qui lui-même mériterait d'être interrogé sur les outils qui permettent d'évaluer cet environnement. Donc voilà un petit peu le programme. Alors, je démarre tout de suite. Je commence parce que j'ai découvert il y a quelques semaines ce travail qui a été publié par le European Council
Foreign Relations, et qui, je trouve très intéressant. Ce sont des perceptions. C'est une enquête qui a été conduite dans 28 pays, dont 11 pays européens. On n'a pas l'ensemble de l'Union européenne, et qui donne des résultats, je trouve, assez fascinants et parfois contradictoires. Et je pense que ça donne de la matière pour qu'on puisse y réfléchir. Mais je voudrais commencer par cela, avec 5 perceptions. Le document est très long, il est en ligne, vous le trouverez, il est sourcé ici, et qui donne des résultats très intéressants pour, je dirais, justifier l'impossibilité de trouver une forme de rationalité, soit discursive, soit opérationnelle, dans la représentation que se font l'ensemble des pays interrogés des conséquences de l'élection de Donald Trump. Ici, vous avez à l'écran une première considération autour de l'évaluation que font, vous avez les pays à l'écran, donc l'Union européenne tout en bas, 11 pays, l'évaluation que se font les citoyens de chacun de ces pays de l'élection de Donald Trump. Donc vous observez, si je devais résumer, on a 2 camps. Je ne vais pas trop schématiser, mais on a le camp du Sud global qui voit en l'élection de Donald Trump plutôt une bonne nouvelle, c'est une bonne chose. Alors une bonne chose, est-ce que c'est une bonne chose sur certains thèmes? Est-ce que c'est une bonne chose pour les citoyens américains, pour la sécurité et la paix dans le monde, ou pour leur propre pays? Ici, vous avez à l'écran la réponse. Lorsque 84% des citoyens indiens indiquent que l'élection de Donald Trump, c'est une bonne chose, c'est pour une perspective indienne. Et c'est comme ça qu'on lit l'ensemble de cette diapositive. Qu'est-ce que l'on observe? On observe que les 5 pays tout en bas de ce classement, l'Ukraine, la Suisse, le Royaume-Uni, la Corée du Sud et 11 pays de l'Union européenne, dont les plus grands en taille démographique, sont minoritaires. Et d'ailleurs, vous voyez, je trouve ça intéressant que la situation est plutôt l'incertitude, parce que la majorité des citoyens de ces 5 pays en bas du classement n'ont pas d'opinion très tranchée. D'ailleurs, c'est peut-être même rassurant que dans ce type d'enquête, les citoyens n'aient pas d'opinion aussi affirmée et claire. Donc ça, c'est le premier élément. Et donc, on voit bien qu'il y a une fragmentation, il y a une division entre, non pas des blocs dans le monde, parce que je ne suis pas très à l'aise avec la notion de bloc, mais on a effectivement une distinction entre, je dirais, les tenants, en tout cas ceux qui, après la Seconde Guerre mondiale, se sont tout à fait reconnus dans cet ordre mondial fondé sur les règles et qui aujourd'hui est mis à mal et qui voit l'élection de Donald Trump comme ni une bonne ni une mauvaise nouvelle. C'est très partagé dans les opinions. Deuxième indication, donc cette fois-ci, est-ce que l'élection de Trump est une bonne chose pour la paix dans le monde? Bon, sans surprise, vous observez que les jugements varient très très peu. Alors avec quand même des niveaux un peu plus faibles, autant on peut considérer, vu d'Inde, de Chine, d'Afrique du Sud, de Turquie, que l'élection de Donald Trump est une bonne chose pour le pays dans lequel on évolue, autant sur des questions beaucoup plus collectives, communes, qui dépassent les frontières, on voit que l'élection de Trump, certes, suscite une forme d'adhésion, mais les niveaux sont quand même relativement plus bas. Et sur les questions de sécurité, vous observez ici que pour l'Union européenne, on est majoritairement en Europe à considérer que c'est une mauvaise chose. Donc c'est plus l'indécision, c'est une mauvaise chose. 40% l'évaluent ainsi. Si je poursuis, pour arrêter avec ces chiffres, mais troisième perception de l'élection de Donald Trump, toujours fondée sur ce travail, celle-ci est très intéressante parce que on voit cette fois-ci, quand on raisonne dans une relation transatlantique, la perception qu'ont les Européens de l'élection de Donald Trump. Et vous voyez que en l'espace de quelques mois, entre décembre 2024 et on va dire décembre 2022, en 24 mois, la perception des Européens c'est quand même extrêmement, j'allais dire,
rétrécie, et voire même, peut-être, elle s'est même polarisée dans le sens où ce sont seulement 22% qui considèrent aujourd'hui, européens, que les États-Unis et l'Union européenne partagent des intérêts et des valeurs communes. C'était 31% 2 ans plus tôt. À l'inverse, dans ce jeu assez jeu de miroir, est-ce que les Américains perçoivent positivement les Européens, est-ce que les Européens perçoivent positivement les Américains, qui a toujours été ces relations parfois compliquées ou abîmées entre l'Union européenne et les États-Unis, vous observez que les Américains, eux, ont une opinion inverse. Ils considèrent que, effectivement, les États-Unis et l'Europe partagent à 45%, donc ils sont 2 fois plus nombreux à considérer que nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes intérêts. Donc là, on a le début je dirais peut-être d'un schisme, en tout cas une perception qui n'est pas partagée, et donc un début de schisme géopolitique entre Européens et Américains. Quatrième et avant-dernière mesure de représentation de l'élection de Donald Trump, là très simplement, puisque je vais démarrer ensuite sur la question économique par l'éléphant dans la pièce, mais la relation Chine-États-Unis, on observe quelque chose que je trouve très intéressant, c'est qu'à la question qui est posée au cours des 20 prochaines années, finalement, quelle puissance va dominer, la Chine ou les États-Unis? À cette question, vous observez que 81% évidemment des Chinois considèrent que la Chine dominera, et inversement, 41% des Américains pensent que la Chine dominera. Donc là aussi, on a un rapport de 1 à 2 qui est très intéressant. Pour l'Union européenne, c'est beaucoup plus, je dirais, subtil. Alors je ne peux pas vous donner les détails, ça me prendrait trop de temps, mais vous allez les retrouver. On n'a pas quand même les perceptions homogènes au sein de l'Union européenne. Si je prends par exemple les réponses données par les citoyens allemands, ils sont plus nombreux à considérer que dans les 20 prochaines années, les États-Unis seront la puissance dominante. C'est pas tout à fait la même chose quand on regarde les réponses des citoyens espagnols ou citoyens français. Donc là aussi, quand on se projette dans le futur, on voit bien que les relations transatlantiques, de mon point de vue, ne peuvent pas être ou ne peuvent plus être appréhendées simplement en comparant les positions politique économique, politique étrangère, politique de défense, politique technologique des États-Unis et de l'Union européenne. Donc il faut intégrer à tout le moins l'acteur chinois. Et enfin, cinquième mesure, et là aussi je trouve très intéressante, cette fois-ci où il est demandé pour chacun des pays lequel finalement se rapproche le plus de l'Union européenne, eh bien vous observez que malgré les différences que j'évoquais tout à l'heure, les États-Unis, comparativement à la Turquie, la Chine, l'Inde et la Russie, restent le pays pour lequel des relations transatlantiques sont réelles, elles sont peut-être de moins en moins partagées dans les ambitions communes, mais elles nous éloignent considérablement d'autres puissances qui aspirent à jouer dans ce concert mondial. Malgré tout, 21% qui considèrent qu'on est tout à fait aligné. Je ne sais pas ce que vous en pensez, et je n'ai pas d'éléments comparatifs dans le temps, ça aurait été intéressant, mais ça reste extrêmement faible, 21%. Et cette faiblesse, pour moi, illustre probablement les 2 autres dimensions qu'il faut traiter, aborder, explorer pour comprendre le renouveau des relations transatlantiques. À partir de ces éléments, il est proposé dans ce document, ça vaut ce que ça vaut, je la partage, je trouve qu'elle est quand même très simpliste, mais les 2 dimensions importantes dans cette enquête ont permis de savoir si l'élection de Donald Trump était une bonne chose pour les citoyens américains et si l'élection de Donald Trump est une bonne chose pour la paix dans le monde. Il y aurait, à partir de cette typologie très très simple, et je disais presque simpliste, l'idée que
à partir du moment où on considère que l'élection de Donald Trump est une bonne chose pour les États-Unis et que cette élection contribuera à maintenir, à garantir une sécurité dans le monde, eh bien, on pourrait interpréter, on pourrait, j'allais dire, attribuer à l'élection de Trump une ambition de recherche de la paix. Et à l'inverse, pour tous ceux qui considèrent qu'avant tout l'élection de Donald Trump n'est pas rassurante pour la sécurité dans le monde, eh bien, la perception de ces citoyens, quel que soit le pays interrogé, voit finalement un futur, au cours de ce prochain mandat pour Donald Trump, un futur qui est fondé sur le conflit. Alors, pas simplement le conflit sur un terrain militaire, mais un conflit dans l'ensemble des dimensions qui constituent les éléments d'une puissance. Si on va un petit peu plus loin sur cette typologie, vous la connaissez certainement. Alors moi, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver la paternité de cette présentation qui est faite de la politique étrangère des États-Unis. Et moi, mon interrogation, c'est est-ce que l'on peut appliquer cette typologie aux relations transatlantiques? Donc vous avez trois, c'est issu du travail qui est fait sur la première administration Trump, 2016-2020, où on estimait qu'il y avait eu, d'une certaine manière, une combinaison de trois postures, j'ose pas dire trois cultures stratégiques, parce que je crois que ça ne renvoie pas nécessairement des cultures stratégiques, mais en tout cas trois postures de la politique étrangère et de défense américaine. Un premier groupe appelé Restrainers, ou les isolationnistes, pour lesquels l'ambition des États-Unis serait très simplement de donner la priorité aux enjeux domestiques et que l'ensemble des ressources qui seraient allouées, y compris dans une relation transatlantique, doivent avant tout être évaluées au prisme des bénéfices qu'en retirent les États-Unis sur son sol, au sein de ses frontières. Pourquoi? Parce que c'est une politique qui peut avoir des bénéfices, certes électoraux, mais qui surtout est moins coûteuse en termes de ressources à investir. Et c'est toujours une question, je dirais, de ressources allouées sous contrainte. Moins les contraintes sont fortes, et plus il est évident et simple d'investir sur le territoire. Alors on verra que sur le plan économique, cette politique a donné quand même des résultats beaucoup moins ambitieux ou, je dirais, beaucoup moins positifs que Donald Trump peut l'indiquer. Une deuxième posture des primacistes ou des bellicistes qui, a priori, on se dit, c'est pas tout à fait la position de Donald Trump depuis la campagne 2024 et dans ces deux interventions marquantes au mois de janvier. Cette idée qui est d'ailleurs presque inspirée de la doctrine politique étrangère, la doctrine Monroe, de l'ancien président des États-Unis, qui finalement a presque contribué à la naissance des organisations internationales après la Seconde Guerre mondiale. Bon, cette doctrine Monroe, elle permettrait de dire il faut une vision interventionniste des États-Unis, il faut être présent sur la scène internationale, parce que c'est en occupant cette position centrale, et pas nécessairement dominante, il y a quand même une distinction entre une position centrale et dominante, mais cette position centrale va permettre d'être à la fois le promoteur et le garant d'un ordre international, comme je vous disais, basé sur les règles, et je crois qu'on pourrait rajouter aussi fondé sur les valeurs démocratiques. Alors je sais qu'aujourd'hui, certaines déclarations, notamment d'autorités militaires moins diplomatiques en France, considèrent que cet ordre mondial fondé sur les règles est en voie de disparition, en quelque sorte, qu'aujourd'hui, la solidité, la robustesse des alliances, la possibilité faite d'utiliser des moyens tout à fait civils ou militaires pour s'engager dans des conflits, remet en cause cet ordre mondial. Alors, je crois que c'est une perspective qui est intéressante parce que, à ma connaissance, et corrigez-moi si je me trompe, je n'ai pas lu, je n'ai pas entendu chez Donald Trump ou dans ses équipes l'ambition de détricoter cet ordre mondial fondé sur les règles. Alors, on peut trouver des éléments qui nous laissent penser qu'il n'y a pas besoin de le dire,
mais c'est en cours. Mais je trouve que c'est intéressant dans une position d'affirmer un nouvel ordre international. Alors oui, j'entends cette idée d'un nouvel ordre international technologique. Certains évoquent cette vision chez Donald Trump. Je reste prudent parce que je ne trouve pas tous les éléments qui me permettent, en les triangulant, d'avoir l'affirmation très claire de ce nouvel ordre international. Parce que ce qui s'est passé entre 2016 et 2020 ne laisse pas penser que Donald Trump a contribué, lui seul, à cette déstabilisation, à cet effondrement de l'ordre international. Troisième posture, les prioritizers qui finalement considèrent qu'il faut faire un choix dans la politique internationale et que les priorités stratégiques des États-Unis doivent servir de curseur et de marqueur de la politique. Et à ce titre-là, ce sont ces mêmes personnes qui ont identifié, défini la Chine comme étant l'adversaire technologique qu'il fallait absolument cibler et garantir que les États-Unis ne finalement garderaient une primauté dans la course technologique. Alors, de ces éléments très subjectifs de représentation, je voudrais insister sur trois dimensions. La première, comme je vous l'ai dit, la question de la guerre technologique plutôt que guerre commerciale, la question de défense collective et les enjeux de circulation, diffusion des valeurs politiques connues. Alors, sur le premier élément, une dimension plus économique. Ouais, je dois dire que les débats qui ont lieu sur l'emploi du terme guerre commerciale me semblent insatisfaisants. Pourquoi? Parce que s'il s'agissait véritablement d'une guerre commerciale, comme elle a existé au cours du XXe siècle, avec des politiques très protectionnistes, on aurait vu les États-Unis depuis 2016 effectivement se lancer dans une guerre des tarifs douaniers qui n'a pas véritablement eu lieu. Oui, il y a eu une augmentation des tarifs pour certains pays, mais globalement, cette guerre commerciale, qui est souvent présentée comme le marqueur de la première présidence de Trump, dans les faits, dans les réalités, je vais vous donner quelques éléments, elle est, de mon point de vue, elle est beaucoup moins importante que la question de la guerre technologique. Guerre technologique qui ne passe pas nécessairement par du commerce. Si je prends juste pour vous donner quand même quelques éléments très simples, j'ai repris, pour ne pas dire d'erreur, sur quelques données très simples. Aujourd'hui, quand on évoque les relations entre les États-Unis et l'Europe sur cette question d'une éventuelle tension commerciale, le déficit commercial entre l'Union européenne et les États-Unis, la balance commerciale est favorable à l'Union européenne pour 150 milliards, 500 milliards d'exportation de l'Europe vers les États-Unis et 150 milliards d'importation. Donc, on pourrait se dire, avec un tel chiffre, l'Europe devrait être la première cible de l'administration Trump en termes de, vous voyez, je vais même employer le terme, de guerre tarifaire. En tout cas, de guerre, tarif de droit de douane. Les premières déclarations ne laissent pas entendre que l'Europe est la priorité d'une guerre tarifaire menée par les États-Unis. Ça, c'est pour moi le premier élément. Et je reviendrai sur ce qui est plutôt attendu de l'Europe de la part de Trump. Et d'ailleurs, dans la déclaration de Trump, il a été très offensif en disant « L'Union européenne est très mauvaise pour nous, elle nous traite très très mal ». Elle nous traite très très mal, c'est pas simplement elle nous empêcherait, nous, États-Unis, d'exporter davantage vers l'Union européenne. Non, quand Trump dit « l'Europe nous traite très très mal », il dit simplement « l'Europe a choisi d'autres partenaires commerciaux qui menacent
l'ambition de domination technologique des États-Unis. Et donc, c'est tout le débat actuel que vous avez, notamment au sein de la Commission européenne, la position allemande avec celle d'Ursula von der Leyen sur les exportations automobiles entre l'Allemagne et la Chine. Donc là, il y a véritablement un nœud qui pose difficulté et qui n'est pas totalement résolu. Deuxième élément sur cette guerre commerciale, vous vous souvenez peut-être d'un travail publié il y a une quinzaine d'années par des économistes français et suisses de mémoire qui s'intitulait Make Trade, Not War. L'idée selon laquelle la prospérité des nations dépendait non pas des relations conflictuelles en termes d'accaparation, de prédation de ressources matérielles, ressources territoriales, mais que la prospérité dépendait des relations commerciales. Donc là, on réhabilitait Montesquieu, le commerce qui adoucit les mœurs, et donc les relations de conflit étaient, je dirais, moins productrices de prospérité que le commerce. Je dirais que Trump est tout à fait dans cette logique. Je ne dis pas que Trump est un enfant de Montesquieu, parce que je crois que lui-même serait étonné, mais il a, de mon point de vue, ontologiquement cette pensée que le commerce est le fondement même de la prospérité des nations. Deuxième élément sur cette définition, pour moi, qui me pose problème quand on parle de guerre commerciale, c'est quand il y a deux enjeux sous-jacents. Le premier, donc c'est la question de la Chine, et les États-Unis ont totalement découplé la politique commerciale américaine de la politique commerciale chinoise. Et donc, comme je vous disais, il y a une pression très très forte et qui risque de s'accentuer de la part de Donald Trump auprès des Européens pour ne plus exporter autant vers la Chine. Ça, je crois que c'est un point sur lequel il n'y a pas d'ambiguïté. Et cette pression, elle est parfois maladroite dans l'expression, mais elle dit quelque chose de très simple. C'est, bon, vous êtes avec nous ou vous n'êtes pas avec nous. Et ça, c'est un élément qui va jouer sur la solidité de la relation transatlantique. Autre élément, si les États-Unis refusent des exportations pour des raisons de sécurité vers la Chine, notamment sur un transfert de technologie, l'interrogation de Donald Trump et de son administration, c'est de dire, mais alors pourquoi les Européens continueraient-ils de le faire? Là, il y a un véritable hiatus qui va se présenter. Donc c'est vrai pour l'industrie automobile, qui pour moi a également, en termes de transfert de technologie, des éléments de course vers cette domination, mais on peut considérer, vous voyez, la question notamment des batteries est un élément qu'il ne faut plus simplement voir comme un bien matériel d'une industrie secondaire, mais plutôt comme un véritable actif stratégique. Enfin, deuxième et dernier point sur cette guerre commerciale ou guerre technologique, il faut rappeler quelque chose qui, à mon sens, n'est pas suffisamment mis en avant. Certes, les États-Unis ils sont souverains pour augmenter les droits de douane. Ils l'ont fait avec peut-être un certain dosage entre 2016 et 2020. Mais il faut rappeler quand même que, sur ce terrain économique, la Chine est en surcapacité de production. Surcapacité de production, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'ensemble du système productif chinois a besoin de débouchés à l'export et que la demande interne domestique est insuffisante pour absorber la production chinoise. Est-ce que l'absence de relations commerciales avec les États-Unis empêcherait à la Chine d'écouler cette surcapacité ou cette surproduction? Là, il n'y a pas de consensus très très fort chez les économistes. En revanche, on voit bien que
l'industrie, je prends cet exemple parce qu'il est pour moi emblématique des relations transatlantiques, l'industrie automobile est très intéressante parce que la Chine a bien compris que si les États-Unis n'étaient plus le marché premier d'export et d'écoulement de cette surcapacité, l'Europe était le client parfait en raison de décalage dans voilà, le développement, la recherche, l'innovation en Europe sur l'industrie automobile, en particulier électrique. Donc, les relations transatlantiques, elles vont aussi se nouer sur la capacité ou non de l'Union européenne à maintenir ce flux aussi important d'importation de véhicules électriques venant de Chine, ou bien est-ce qu'on se range sur la même position que l'allié américain? Je n'ai pas la réponse à cette question, mais je crois que c'est un des éléments qui permettra d'évaluer la permanence et la soutenabilité de la relation transatlantique. Enfin, je termine sur cet élément. Parfois, il est vrai qu'il est difficile de savoir exactement ce que les États-Unis cherchent. Quel est leur objectif sur le plan économique? Comme je vous le disais, on sait que la balance commerciale européenne est excédentaire. Donc, il est fort probable que l'administration Trump va exercer une pression de plus en plus forte pour non pas leur dire simplement vous devez davantage importer des produits américains. C'est pas ça l'enjeu. Pour moi, l'enjeu, et je crois que là-dessus, Trump a eu quelques fulgurances. Ce qui compte, c'est les recettes tirées des exportations vers les États-Unis. Parce que pour moi, au fond, le modèle de Trump, c'est un modèle qui en fait, a peu à voir avec la balance commerciale. Ce qui compte, c'est les rentrées de devises dans le pays. Pourquoi? Parce que le modèle économique, la pensée économique de Trump, c'est de faire financer le développement de l'économie américaine par les étrangers. Pourquoi? Parce que, vous savez, il tient un discours où la fiscalité ne doit pas augmenter ni auprès des ménages américains, ni auprès des entreprises. Ses positions sur la baisse de l'IS, elle est affirmée, assumée. La baisse de l'IR, on n'a pas eu beaucoup, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu des ménages. Là, les positions ne sont pas très claires, parce qu'il y a une partie qui relève du fédéral, mais c'est surtout les États. Et donc, la relation, quand on parle d'une guerre commerciale, il faut bien voir que les États-Unis demandent davantage aux Européens d'investir aux États-Unis que simplement importer des produits américains. Et ce n'est pas tout à fait la même logique. Combien de pays aujourd'hui européens ont décidé d'installer à la fois des usines, des sites de production aux États-Unis? En fait, je regardais depuis 20 ans, les données du CEPI en France montrent qu'il y a effectivement un recul de l'investissement européen aux États-Unis. Et donc, Trump veut totalement changer cette relation. Et je pense même qu'il est prêt à concéder sur le terrain des importations européennes de produits américains si, en contrepartie, il y a davantage d'investissements et donc davantage de devises qui viennent alimenter le financement du modèle économique américain. Pour terminer, et donc ça pose une question pour un certain nombre de pays européens. Je parlais de l'automobile pour l'Allemagne, mais on pensait à la même chose pour l'industrie du luxe en France. Est-ce que LVMH va démultiplier ses sites de production aux États-Unis? C'est bien qu'LVMH fait face à de gros problèmes sur le marché, la demande domestique chinoise, mais on n'a pas d'éléments qui permettent de dire qu'aujourd'hui, ils vont totalement se détourner du marché asiatique pour le marché américain ou nord-américain. Je termine. Je termine sur ce point en vous disant que là aussi, le débat sur cette guerre commerciale, elle peut aussi déboucher sur une question. Au fond, s'il y avait une guerre commerciale, pourquoi il faut gagner cette guerre? À quoi cela sert-il de gagner une guerre commerciale?
je ne crois pas que les États-Unis aient envie nécessairement d'avoir des produits alimentaires ou des voitures moins chères. C'est pas ça l'enjeu. Parce qu'au fond, ça ne mène à rien. Pour moi, le premier enjeu des États-Unis, il est effectivement de nature domestique. C'est augmenter les recettes de fiscalité. Ça, pour moi, c'est un élément qu'on n'avait pas vu, même sous l'ère Clinton, qui avait une orientation très libérale sur le plan de la fiscalité. Même sous l'ère Clinton, les choses n'étaient pas affirmées aussi clairement. Donc, au fond, l'enjeu, c'est peut-être pas tant l'affirmation d'une puissance économique que l'affirmation d'une puissance technologique. Et à la fois, cette politique d'investissement et cette politique commerciale, elle ne peut pas être lue si on ne comprend pas que le modèle économique, quand j'ai dit financer l'économie américaine, pour Donald Trump, c'est financer l'innovation et financer la technologie américaine. Et c'est seulement cette technologie qui peut avoir des répercussions, qu'il espère positives, sur le plan commercial. Et ne confondons pas l'ordre des choses. C'est pas le commerce qui produit des avancées technologiques. Non, c'est la technologie qui produit des recettes commerciales. En tout cas, c'est de cette manière que Trump envisage aujourd'hui cette guerre technologique. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que c'est la fin de cette vieille théorie des avantages comparatifs entre les nations. D'ailleurs, Trump ne se pose même pas la question en ces termes. Pour lui, ce n'est pas un sujet d'avantages comparatifs. C'est tout simplement, c'est un sujet très très simple de domination technologique, me semble-t-il. Et vous vous souvenez peut-être, là je fais une digression dans le champ peut-être français. D'ailleurs, Trump ne parle jamais de biens et services. Il parle toujours de biens, il ne parle jamais de services. Donc vous voyez, cette matérialité de la puissance économique, elle n'est pas fondée sur les services, elle est fondée sur les biens. Et quand il dit qu'il faut relocaliser l'activité aux États-Unis, il parle d'activité matérielle, des biens. Il ne parle jamais ou très rarement de services. Et je disais, c'est intéressant parce que je pensais, vous vous souvenez, peut-être dans les années 90, je n'ai pas la date précise, mais le PDG d'Alcatel, je pense, Serge Tchoury, qui avait employé cette formule qui, à l'époque, avait fait quand même scandale, en disant on va créer la première entreprise industrielle sans usine. Ça a suscité beaucoup de réactions. Je crois que Trump, en train d'une certaine manière, de démontrer le contraire. C'est l'inverse chez Trump. La puissance ou l'activité industrielle ne peut se concevoir qu'avec des usines. Donc la place du service n'est vraiment pas au cœur de sa pensée. Et là aussi, je trouve que c'est un changement de paradigme assez intéressant parce que on verra si la financiarisation de l'activité économique s'éloigne du modèle de Trump. Donc Trump veut des usines, il veut de la production matérielle, et quand il indique drill, baby drill, c'est exactement l'extension de cette idée qu'il faut matérialiser la puissance économique. Alors, je sais que j'ai déjà dépassé le temps. Je voudrais vous montrer cette question de guerre technologique, guerre commerciale. Ça, c'est un travail qui a été mené par Sébastien Jean, qui est vraiment publié là récemment, il y a quelques semaines, en décembre dernier, sur cette idée selon laquelle finalement on ne peut lire les relations commerciales, notamment entre les États-Unis et l'Europe, qu'à travers cette fragmentation géopolitique dans le monde. C'est l'argument selon lequel, très très simple, qu'au fur et à mesure il y a des zones d'instabilité dans le monde, cela devrait affecter l'ampleur et le volume des relations commerciales. Dans cette étude, la démonstration est faite que cette hypothèse n'est pas vraiment validée empiriquement, à l'exception d'un, comme il le qualifie, il parle de hotspots, c'est-à-dire tous les lieux où il y a des conflits, donc Russie, Ukraine et Moyen-Orient. Alors oui, ces zones ont eu un impact dans les relations commerciales. Alors, il généralise de l'Est vers l'Ouest ou l'Ouest vers l'Est,
eh bien, vous voyez que jusqu'en 2022, donc quand on a parlé de l'administration Trump 2016-2020 en disant il y avait une guerre commerciale qui s'était engagée, vous voyez, en réalité, il ne s'est rien passé entre 2016 et 2020 dans le volume commercial. Donc oui, il y a eu j'allais dire, quelques droits de douane supplémentaires, on a augmenté de 10% par-ci, par-là, mais ça n'a eu aucun effet. Donc ça, c'est la situation, finalement, d'une guerre commerciale qui n'existe pas. Quand on regarde, cette fois-ci, vous avez à gauche le volume des importations américaines, eh bien, vous voyez qu'effectivement, les importations américaines venant de Chine se sont effondrées après le début du conflit en Ukraine. Et qu'à l'inverse, les importations américaines avec l'ensemble des autres pays commerçants avec les États-Unis sont restées plus ou moins stables. Et vous avez à droite une autre représentation intéressante, qui cette fois-ci sont les importations chinoises. Et vous observez que même la Chine, effectivement, a connu une dégradation des relations commerciales avec les États-Unis, mais le différentiel est à la faveur de la Chine. Dans le commerce mondial, après conflit, surtout en Ukraine et un peu moins au Moyen-Orient, la Chine sort vainqueur aujourd'hui de cette fragmentation géopolitique. Et on peut essayer de raisonner sur ce qu'adviendra de la politique de Trump si véritablement il était offensif sur le champ commercial par une politique protectionniste avec l'augmentation des tarifs de douane. Alors, moi, je ne suis pas expert pour vous dire si sa position vis-à-vis du Groenland, vis-à-vis de Panama, vis-à-vis du Canada, n'est qu'une relation transactionnelle. Et donc, c'est vraiment une partie de poker. On demande l'impossible pour avoir finalement un minimum. Et on utilise l'instrument de la menace des droits de douane dans la négociation. Je ne sais pas. C'est vrai que ça peut paraître séduisant de raisonner ainsi. Je ne sais pas si c'est la bonne manière de concevoir la position de Trump sur, et notamment le Groenland ou le Canada. Si on essaye de simuler ce que serait la politique américaine sous Trump, s'il y avait la mise en place d'une politique tarifaire jamais connue, donc avec des droits de douane supérieurs à 30% à ce qu'ils sont aujourd'hui. Vous avez ici une indication, c'est un travail qui a été conduit là, par plusieurs économistes, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, en fait, vous avez deux zones dans le monde pour lesquelles cette politique protectionniste aurait des effets considérables. Parce que dans le reste du monde, Trump a l'espoir, c'est cette barre verte, que finalement, le volume des exportations serait en augmentation. Et donc, sera en augmentation pour la Chine. Pardon. Ici, c'est l'effet de la politique tarifaire restrictive des États-Unis sur le niveau d'exportation chinoise. Eh bien, il n'y a que deux zones dans le monde, bien sûr les États-Unis. C'est très évident parce que souverain dans la politique des droits de douane, mais aussi Canada et Mexique, pour lesquels il y a l'ambition de faire plier le gouvernement mexicain et le gouvernement canadien sur des mesures de rétorsion si les droits de douane ne sont pas appliqués à la même hauteur que les États-Unis le pratiqueraient à l'endroit de la Chine. Pour le reste, pour l'Union européenne, vous voyez que la situation, malgré toutes les menaces, malgré, je dirais, le bénéfice d'une relation transatlantique, à la fin des fins, le niveau des exportations chinoises ne réduirait pas en Europe. Parce que la position européenne, pour le moment, n'est pas d'aller sur un terrain d'augmentation des droits de douane, à l'instar, à la fois en valeur et en volume, que ce que les États-Unis pratiqueraient. Je termine sur un point. Tant pis, il y a d'autres choses, on pourra les discuter. Comme je participerai à tous les panels de la journée, je pourrais revenir. La question du partage du fardeau au sein de l'OTAN. Donc, évidemment, vous avez entendu, et vous connaissez même mieux que moi, l'ensemble des déclarations sur la vision de Trump vis-à-vis de l'OTAN.
demandant notamment à l'Europe de faire plus. Ça, cette image, pour les spécialistes de l'OTAN, c'est le sommet de l'OTAN en 2014 au Pays de Galles. Pourquoi j'ai choisi cette image? C'est la première fois où on a un consensus sur ce fameux 2%. 2% des dépenses militaires exprimées en PIB étant comme le minimum à atteindre pour l'ensemble des pays de l'OTAN. En fait, ce 2%, bon, là on a son histoire, on n'a aucune, et j'ai pourtant exhumé, ça fait longtemps que je travaille sur cette question, c'est un petit peu comme les critères de Maastricht. 3% sur le déficit. On s'est mis d'accord. Mais quelle est la rationalité, quelle est la démonstration que ce chiffre de 2% des dépenses militaires exprimées en PIB est une condition nécessaire à garantir la sécurité collective? Je ne trouve aucun travail qui démontre la pertinence de ce chiffre de 2%. Et dans les débats, on a un autre chiffre qui est souvent avancé, c'est 30% des dépenses d'équipement, qui devait être la cible à atteindre des pays. Alors, quand on regarde, je vais tout de suite aller à cette illustration, quand on croise ces deux indicateurs qui seraient finalement l'idéal de financement de la sécurité collective, qu'est-ce qu'on observe? Vous avez horizontalement le pourcentage, donc 2%, cette ligne horizontale noire, et puis verticalement, j'ai dit 30%, mais c'est 20% des dépenses d'équipement, vous avez cette ligne. Et vous avez un grand cadran nord-est qui vous indique, ce sont les données 2022 ici, qui indique les pays qui, pour les États-Unis, correspondent tout à fait à ce qui est attendu. Alors parmi ces pays, vous voyez, les choses ont même progressé. Là, si je prends la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, elles ont toutes augmenté en pourcentage de PIB. Eh bien, vous avez le monde qui pourrait être aligné sur une relation transatlantique avec les États-Unis où il n'y aurait pas de débat. Pas de débat, sous réserve quand même que derrière une base industrielle et technologique de défense en termes d'acquisition d'équipements, vous voyez tous ces pays, inutile de vous dire que l'achat d'équipements militaires provient très, très majoritairement, pour ne pas dire unanimement, il y a une petite évolution de 2024, mais de matériel américain. Quand on regarde en 2024 à cette question, parce que le partage du fardeau, c'est une question, moi je trouve, d'un point de vue philosophique, c'est penser, c'est quoi un bien commun? Un bien commun, on a des définitions qui ont été données, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est quand même démontrer qu'il n'y a pas d'autre organisation que les États, et donc l'institution marché ne peut pas suppléer la capacité des États, des organisations publiques, à assurer et à financer la sécurité collective. Et se pose immédiatement une question, c'est d'essayer de repérer, d'identifier les fameux passagers clandestins. Quels sont ceux qui bénéficient davantage de la sécurité collective qu'ils n'y contribuent? Ça, c'est la hantise de tous ceux qui ont une vision, j'allais dire, très rationalo-libérale de la sécurité collective. Et donc, Donald Trump a envie d'identifier très clairement qui sont les passagers clandestins de la sécurité collective. Et quand on regarde, là, j'ai pris les données 2024, elles viennent d'être publiées par l'OTAN, 2024 avec des estimations des données pour les pays qui n'ont pas tous voté leur budget, mais vous voyez qu'à gauche, vous avez le premier groupe des pays qui, de mon point de vue, devrait être la cible permanente de Donald Trump au sujet de l'OTAN. Et que vous voyez, parmi quand même ces pays, on a essentiellement des pays membres de l'Union européenne. Donc en dessous de 2%. Et la moyenne, autant Europe-Canada, c'est 2,02%. Une deuxième colonne où vous avez des pays qui ont progressé, mais qui sont autour de 2%, et quand même, Donald Trump a annoncé le chiffre de 5%. Et puis, vous avez la dernière colonne, les meilleurs élèves, qui aujourd'hui pourraient être épargnés par les États-Unis. Mais aucun de ces pays n'a atteint encore aujourd'hui 5%. Il faut le rappeler. Et quand on regarde même en évolution, je me suis amusé à regarder les choses de cette manière.
en dynamique. Donc, j'ai simplement regardé l'évolution entre 2014 et 2024. Un seul pays a vu ses dépenses rapportées au PIB, dépenses militaires, diminuer, ce sont les États-Unis. Donc, effectivement, l'intention d'indiquer la marque à suivre pour que la sécurité collective soit pleine et entière, sinon les États-Unis menaceraient de réduire leur effort. Ils ont déjà réduit leur effort au sein de l'OTAN. Et donc la progression, parce que les dépenses, vous voyez, le niveau des dépenses de l'OTAN ont augmenté de 5%, c'est le chiffre en bas. Entre 2014 et 2024, la part des dépenses militaires rapportées au PIB a augmenté de 5%. Et d'une certaine manière, vous voyez, l'ensemble des pays ont connu des évolutions considérables. Oui, vu ce que représente la taille du budget de défense américain, ça baisse considérablement en pondération dans l'ensemble de l'OTAN. Mais vous avez quand même des pays, quand je le disais tout à l'heure, le bloc des pays de l'Europe de l'Est orientale ou des pays baltes, on est sur des augmentations qui ont doublé, plus de 100%. Donc l'effort est déjà engagé. Bien sûr que la guerre, l'annexion de la Crimée et la guerre en Ukraine ont accéléré pour une partie de ces pays. Et pour moi, se pose toujours une question en termes de relations transatlantiques. Est-ce que ce qui est demandé par Donald Trump auprès des pays européens pour assurer et continuer à garantir l'effet parapluie de la sécurité collective assurée par les États-Unis, est-ce que cette demande-là, elle va de pair avec une autonomie totale de la base industrielle européenne de défense? Il me semble qu'aujourd'hui, sauf si la position européenne devait évoluer, mais il me semble qu'on est encore très loin, voire à des années-lumière d'une coordination, d'une coordination d'une politique européenne et industrielle de défense, deux, sur une autonomie. Quand je dis autonomie, il s'agit de poser la question de la provenance des équipements militaires dont les pays européens vont disposer. Et puis, il y a un troisième sujet qui n'est pas totalement anodin. Est-ce que l'Union européenne est prête à engager, malgré ce que l'on peut voir ici à l'écran, une augmentation de son effort de défense dans un contexte contraint budgétairement? Je ne crois pas que les pays européens, en tout cas les pays les plus frugaux, soient prêts à imaginer un endettement européen pour un effort de défense supplémentaire, en tout cas, ou alors ce serait vraiment une petite révolution au sein de l'Union européenne. Et donc, contrainte budgétaire, à mon avis, la voie de l'endettement n'est pas possible. Donc, quels sont les outils qui restent pour envisager je ne sais même pas s'il faut parler encore d'Europe de la défense industrielle, mais il y a une voie, et c'est ça la théorie des biens collectifs, c'est de dire, c'est ce qui s'est passé notamment sur les efforts conduits par certains pays en termes de vaccination au cours du XXe siècle. Il y a des pays qui valorisent tellement le bénéfice qu'on peut retirer d'un bien, d'un service, qui a des effets de répercussion pour tout le monde. Mais on valorise tellement ce service, ce bien, qu'on est prêt à en accepter le fardeau dans son financement. Est-ce qu'aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, vous avez un pays, un club de pays qui considère que cette sécurité européenne, dans sa version autonome, en raison de considérations stratégiques, vaut tellement qu'on est prêt à en assumer presque le surcoût. Et que peu importe s'il y a des passagers clandestins, peu importe s'il y a des effets, des externalités positives, ce qui compte, c'est qu'il y ait un leadership dans le financement. Quand on lit les dernières déclarations ou le document d'autonomie stratégique européenne, il me semble qu'on ne prend pas cette direction. Donc, sur le plan des relations transatlantiques, en fait, les États-Unis bénéficient pleinement, de nos incertitudes européennes, et de l'absence d'une position commune sur l'Europe, la base industrielle et technologique européenne. Alors, comme j'ai dépassé déjà de 15 minutes, je m'arrête là. Je suis désolé d'avoir pris quelques digressions et je suis prêt. On n'a peut-être pas un moment de questions-réponses, mais je vous remercie de votre attention et au plaisir de continuer l'échange. Merci.